Qui est le G-Man dans Half-Life? Ce visage, vous l'avez forcément déjà vu. Il est celui d'une des plus grandes énigmes du jeu vidéo. Tout a commencé il y a 24 ans à la sortie du premier jeu Half-Life. Une révolution, que ça soit son moteur graphique, ses monstres iconiques ou son histoire. Celle de Gordon Freeman, simple scientifique dans un laboratoire américain top secret, menant sa routine jusqu'à ce qu'un jour, une expérience tourne mal. Des portails interdimensionnels s'ouvrent partout, crachant des centaines d'extraterrestres dans la base. Gordon tente de survivre avec son pied de biche, voyant ses compagnons mourir un à un. Dans les couloirs, on croise sans jamais lui parler un étrange personnage en costume. On l'avait déjà vu au début, dans le tramway, et dans un bureau aussi. Mais même quand c'est le chaos, il est là, tout calme. Derrière une porte, au loin sur une passerelle, il nous observe sans rien dire. Jusqu'à la fin du jeu. On se fait aspirer dans un portail, on se retrouve sur une planète inconnue et on doit tuer le Nihilante, sorte de fœtus qui contrôle tous les monstres. Et là, il apparaît, nous téléportant de monde en monde, nous expliquant qu'on a fait du bon boulot, qu'il nous a même recommandé à ses employeurs. On sait pas c'est qui et on sait pas ce qu'ils nous veulent. Juste que si on refuse, c'est la mort. No regrets, Mr. Freeman. Est-ce que c'était juste une hallucination? Pour connaître son nom, il faudra fouiller dans les fichiers du jeu où son modèle 3D s'appelle G-Man, nom qu'on donne aux hommes du gouvernement. Ça serait ça, son secret? Une sorte d'homme à la cigarette comme dans X-Files? Sauf que dans le DLC Opposing Force, il semble gentil, il nous sauve la vie. Bon, ok, il réactive une bombe nucléaire et nous empêche de nous échapper de la base. Mais peut-être que c'était pour nous éviter une erreur. Les fans ont donc imaginé une troisième théorie. G-Man serait la contraction de Gordon Freeman, un nous du futur qui a voyagé dans le temps pour nous aider. Et physiquement, c'est vrai qu'il y a des petits points communs. Malheureusement, ces théories vont tomber en morceaux avec Half-Life 2. On se retrouve 20 ans plus tard, et la Terre a bien changé, conquise par des extraterrestres qui asservissent l'humanité, le cartel. Ça, Gordon Freeman ne l'a pas vu, puisqu'au début du jeu, il se réveille d'une stase de 20 ans, devinez par qui. Comme dans le 1, G-Man apparaît de nombreuses fois dans des endroits toujours plus improbables, comme des petits easter eggs qu'il faudrait retrouver. Ça devient par contre évident que c'est pas un humain, car plus tard dans l'aventure, il arrêtera carrément le temps pendant l'explosion de la tour, ce qui nous sauvera la vie. L'heure est-elle vraiment arrivée? Le pire, c'est qu'on sait jamais si les choses qu'il nous fait faire sont pour ou contre le cartel, les méchants, puisque certaines de nos actions vont finalement empirer la situation, comme l'ouverture du super portail qui déverse toujours plus d'aliens. On apprend aussi que c'est lui qui a livré le cristal défectueux dans Half-Life 1, qui a provoqué toutes les catastrophes de la saga. Il semble contrôler Alyx, qui dit avoir sauvé bébé pendant l'accident de Half-Life 1, dont il prendra brièvement le contrôle pour menacer son père. Et enfin, dans un flash, on aperçoit des Vortigoth, des extraterrestres gentils, qui tentent de l'arrêter, de le sceller. Et quand Alyx se fera ressusciter par ces derniers, maintenant qu'ils sont occupés, le G-Man pourra se libérer de leur emprise et nous parler. Il nous fait comprendre qu'il peut nous tuer si on ne lui rend pas une contrepartie, mais que ses engagements avec ses employeurs le limitent à faire plus pour nous aider. Mais en fait, qui le limite? Qu'est-ce qu'il peut faire au juste sans ses limitations? C'est quoi l'étendue de ses pouvoirs? Et bon sang, mais c'est un allié ou un ennemi? Si vous voulez une réponse, il faut chercher sur Twitter. Le scénariste de la saga y a créé Braincrub, un compte discret avec lequel il partage des infos sur l'univers d'Half-Life. On y apprend que les conseillers, les cerveaux du cartel, les grands méchants de la série, ne sont pas vraiment tout en haut de la hiérarchie. Ce sont des Shoolatoys, une race extraterrestre supérieure qui, comme les humains, a été conquis puis intégré pour servir le cartel. On les voit d'ailleurs transportés comme du vulgaire bétail dans Half-Life Alyx. Qui est alors en haut de l'organisation? Bon ça on le sait toujours pas. Dans la série, on ne voit les Shoolatoys que sous leur forme larvaire. Mais une fois adultes, ils sont censés pouvoir devenir de quasi-dieux, capables de tout contrôler par l'esprit. Vous vous demandez alors quelle est leur apparence finale, une fois adultes? Toute chose, leur esprit leur faisant prendre l'apparence qu'ils veulent. Et c'est là que s'assemblent les pièces du puzzle. Et si le G-Man était un Shoolatoy qui tente de libérer son peuple de l'emprise du cartel? Ça semble en partie se confirmer dans l'opus VR Half-Life Alyx, sorti en 2020. On y découvre le G-Man capturé par le cartel, le considérant comme un grand danger. Preuve qu'ils ne bossent pas ensemble.
Libéré à la fin du jeu, celui-ci va littéralement changer le cours du temps, modifier la destinée d'Alix en lui laissant la possibilité de sauver son père, mort à la fin d'Half-Life 2.2, tué par un conseiller du cartel. On sait que la lutte contre l'oppression est le thème central de Half-Life. La race humaine contre le cartel, les Vortigoths contre les Nihilantes, Gordon Freeman contre le G-Man, et ce même G-Man contre une entité supérieure qu'on ne connaît toujours pas. La morale étant que sans liberté, on ne vit qu'à moitié. Et vous, que feriez-vous dans un monde post-apocalyptique comme celui d'Half-Life? Si vous m'avez répondu conduire à 100 à l'heure et tirer avec des armes futuristes, alors vous allez adorer notre sponsor, le jeu Crossout. C'est un MMORPG, mais au lieu de guider des chevaliers dans un monde d'orques, c'est des gros véhicules de guerre, totalement customisables, dans un style Mad Max. Pas étonnant que Crossout ait gagné un award du jeu le plus innovant à l'E3. Tu vas parcourir un immense open world où tu rencontreras des millions de joueurs avec qui tu pourras te battre pour les piller ou coopérer pour finir des quêtes. Ici, tu gagnes pas des épées ou des armures, mais des pièces pour ton véhicule qui est totalement customisable. Tu peux faire une moto super rapide mais fragile ou un tank résistant mais plus lent. Choisir une faction plutôt orientée combat organisé ou sabotage. C'est à toi de choisir la meilleure stratégie. Vu que c'est fait par les mêmes éditeurs que War Thunder, il y a un gros aspect réflexion dans la physique des véhicules. Le moindre boulon a son importance, au risque de mal gérer son centre de gravité, par exemple. Le joueur bourrin qui mettra un gros canon plein d'armure, plein de carburant, il va juste pas bouger. Le jeu est entièrement gratuit, même pas pay to win, et il y a de grosses nouveautés qui viennent de sortir. Le mode Arena par exemple, où tu peux te battre à 3 contre 3 pour vraiment tester en petit comité ce que tu vaux vraiment dans un ring. Alors télécharge gratuitement Crossout sur PS5, Xbox Series X et PC, et viens m'affronter. Spécialement pour toi, il y a des bonus, avec le lien en description. Qui est l'homme mystérieux de Red Dead Redemption? 43 millions. C'est le nombre de copies vendues de Red Dead Redemption 2, le 7e jeu le plus vendu de tous les temps. Même si vous n'y avez pas joué, vous savez de quoi on parle. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est le nombre de mystères et easter eggs qui s'y cachent. Parmi eux, l'histoire d'un des personnages les plus énigmatiques du jeu vidéo, le Strange Man. On le rencontre pour la première fois en 2010 dans le premier Red Dead Redemption. Lors de la quête, je vous connais. Dès les premières secondes, quelque chose cloche. Perdu au milieu de nulle part, vêtu d'un costume et d'un chapeau haute forme, l'homme semble tout connaître de notre passé. Il décrit même des événements anecdotiques qui se dérouleront dans le jeu suivant. Le Strange Man va nous donner 2 missions, chacune testant notre morale. La première nous demande d'intervenir dans une histoire d'adultère, savoir si on encourage un homme à tromper sa femme ou non, et dans la seconde, il nous envoie voir une religieuse où on aura le choix entre lui donner de l'argent ou la braquer. Une fois tout ça fait, on retrouve le Strange Man pour une conversation à vous glacer le sang. Pendant tout le dialogue, il ne fait que répéter « C'est parfait ici, oui c'est parfait ». John perd alors son sang-froid et tire à 3 reprises sur l'homme. Aucun effet. Le plus perturbant, toute la scène se déroule là où sera enterré le héros à la fin du jeu. Sa phrase « c'est parfait ici » prend tout son sens. Dans le deuxième opus, le mystère s'épaissit. Il existe une étrange petite cabane perdue dans le Lemoine. On y trouve des tableaux qui changent en fonction de votre réputation, des messages sur les murs qui font référence à des événements du jeu, même un poème qui change si vous avez épargné ou non la vie d'un personnage. Le plus lugubre se trouve au centre. Un immense tableau qui se dessine petit à petit au fur et à mesure de l'histoire. Pour à la fin, représenter notre ami. Vous vous dirigez vers le miroir, vous vous regardez dedans et observez avec effroi que le tableau vous observe. Revenez après ça et tout aura disparu. Si vous prenez une photo du lieu, son nom sera automatiquement celui de serial killer dans les fichiers de votre sauvegarde. Mais alors, qui est cet homme qui semble tout connaître de notre vie? Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agirait de Josiah, un de nos compagnons dans la bande de Dutch. C'est vrai qu'ils se ressemblent, ça expliquerait pourquoi il connaît aussi bien notre passé. Mais ça n'explique pas ses pouvoirs. Dans la quête magicienne du sport, on voit que Josiah n'est qu'un simple mortel. Non, le plus probable est que le Strange Man soit le diable, soit Dieu. Oui, tout semble biblique chez lui, même ses quêtes. Souvenez-vous, l'adultère, la bonne sœur, le lieu de l'enterrement, les 3 balles tirées, le nombre 3, il est sacré dans le christianisme.
Quand le héros lui dit « Allez au diable », il répond « On me le dit souvent ». Ou quand sous la colère on crie « Je ne répondrai plus de rien », il répond « Détrompe-toi, tu répondras de tes actes ». Le Strangeman me fait beaucoup penser au personnage de Gunther demeuré dans Witcher 3. Au fur et à mesure de l'enquête, la pression monte. On comprend qu'on ne fait pas face à un simple marchand qu'on a croisé par hasard en début d'aventure. Il est quelque chose de plus terrifiant. C'est ma tournée. C'était la dernière fois que tu m'interrompais quand je parle à quelqu'un. Qui est Gaster d'Undertale ? Méfie-toi de l'homme qui parle avec les mains. Cette phrase, anodine en apparence, cache l'un des plus grands secrets d'Undertale. On ne présente plus le jeu, Ses musiques comme ses personnages ont marqué toute une génération. Pourtant, la majorité des joueurs n'a exploré qu'une toute petite partie du jeu. Outre les fins secrètes, il existe une énigme auquel un tout petit pourcentage de joueurs a eu accès. Quand vous commencez une partie, on vous attribue au hasard un nombre entre 0 et 100, la fun value. Certaines valeurs débloquent des petits événements, et presque tous sont en rapport avec un étrange personnage, W.D. Gaster. Prenez les admirateurs. Ils vous racontent tous un petit morceau de son histoire. Mais aucun joueur n'a pu tous les rencontrer, vu qu'il faut une valeur de fun précise, 1% de chance d'apparaître. Il a fallu que les joueurs collaborent pour compléter le puzzle. Gaster est donc l'ancien scientifique royal, créateur du noyau, dans lequel il tomba malencontreusement, ce qui le dispersera à travers l'espace et le temps. On n'obtiendra pas beaucoup plus d'informations. Un étrange coup de fil qui souhaite parler à G, un jukebox avec sa musique attitrée, ou quand on nomme son personnage Gaster, le jeu crache. La rencontre la plus directe vous demandera une fun value de 66 en début de partie. 1% de chance. Ce n'est que comme ça que vous pourrez voir cette porte grise. Quand vous l'ouvrez, vous tombez sur une sorte de fantôme. On n'aura pas plus d'infos, à moins de se plonger dans le code source du jeu. Le nom de ce sprite, l'homme mystérieux. Est-ce que c'est Gaster ? Aucun sprite attitré à ce nom, sinon des statistiques de combat juste monstrueuses. En fouillant, les joueurs ont quand même trouvé une salle secrète qui porte son nom, la 264. En s'y téléportant, un étrange texte codé apparaît. C'est la police d'écriture Wingdings, qu'on peut trouver sur Word et qu'on peut donc décoder. Il s'agit de la note manquante du laboratoire originel, la numéro 17. On nous parle d'obscurité, d'une expérience ratée et de 2 personnages. C'est un très gros indice. La police Wingdings fait référence aux initiales de W.D. Gaster. Ça serait donc lui, l'homme qui parle avec les mains, référence à Wingdings. Le plus étrange, c'est que 2 autres personnages ont la même mécanique. Sans, dont les textes sont en Comic Sans, et Papyrus, qui sont écrits en papyrus. Quand on regarde le nom des armes de Sans dans le code, c'est Gaster Blaster. Encore lui. Quand on observe une photo qui était cachée derrière un miroir dans le laboratoire de Sans, celle-ci nous est décrite comme étant 3 personnes mal dessinées avec les mots « N'oublie pas ». Enfin, le plan d'une machine sur la table est écrit avec des signes du Wingdings. Avec cette référence à 2 autres personnes dans la note 17, tout semble converger. Les 3 squelettes ont quelque chose en commun. En tout cas, les fans se disputent là-dessus depuis des années, à grands coups de théorie et d'un peu d'insultes. Sans qu'on ait plus d'infos depuis. Les 2 jeux Deltarune, la suite spirituelle, vont évidemment faire référence à Gaster, avec des coups de téléphone et des bankers secrets, mais pas plus d'indices. À moins qu'on se balade sur le Twitter de Toby Fox, le créateur du jeu. Celui-ci a posté des brouillons. Il découvre en transparence sur le papier le nom de Grand-Père Semi. Semi référence à la police semi-sérif. C'est même le nom d'un son inutilisé dans la version coréenne. Dans un autre brouillon sur Papyrus, il est écrit clairement qu'il a un frère nommé Sans et une 3e personne qui a été cachée. Il y a donc bel et bien un 3e squelette. Mais qui ? Gaster, ce personnage qui traverse tout l'univers de Toby Fox, a encore beaucoup de mystères à nous relever. Qui est le vendeur de masques de Zelda Majora's Mask ? La lune s'apprête à tomber sur Terre. Sa face cauchemardesque se rapproche au fil des heures. Vous n'avez que 3 jours pour l'arrêter. Ce Zelda est de très loin mon favori. Tout y est glauque, mourant, désespéré. Quand on aide quelqu'un, on sait que ça servira à rien, puisqu'il faudra constamment remonter dans le temps, 3 jours avant que la lune ne tombe. Si tout ça arrive, c'est parce que Skull Kid a volé quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû rencontrer. Le vendeur de masques. Il possédait un artefact maudit, le masque de Majora, dont on nous dit que les anciens durent le sceller à jamais, tellement il était dangereux. Malheureusement, en l'enfilant, Skull Kid a libéré l'entité,
qui demande à la lune de tomber pour éradiquer l'humanité. Le vendeur nous demande donc d'aller récupérer son masque, mais je crois bien que c'est lui qui me faisait le plus peur. Son comportement est instable, il change d'attitude sans arrêt, ses mouvements sont saccadés et on le voit même étrangler Link sous la colère. Il fait apparaître des objets nulle part, se téléporte et peut transformer les esprits en masques. Il nous connaît alors qu'on l'a jamais rencontré, semble savoir ce qui va se passer dans le futur, il nous prophétise un terrible destin, et quand Link remonte dans le temps, il est l'un des seuls personnages à s'en rendre compte. Même à ses côtés, le timer s'arrête. C'est le manga qui nous donnera quelques réponses. Après sa victoire contre Majora, le vendeur apparaît magiquement pour récupérer son bien. Oni Link lui dit alors « Disparaît, démon », ce qu'il fait disparaître dans un rire sinistre. Le masque de Majora aurait été créé 10 millions d'années avant le déroulement de l'histoire. Un monstre légendaire régnait alors sur Terre, on disait que revêtir sa carapace donnerait d'immenses pouvoirs, sauf que tous ceux qui ont tenté de lui dérober sont morts dévorés. Un jour, un marchand vint en paix. Il gagna la confiance du monstre, le fit danser pendant 3 jours, jusqu'à épuisement. C'était une ruse. Le voyageur tue la bête et en sculpte le masque de Majora. Bon, malheureusement l'histoire n'est pas vraiment canon. Pour l'anecdote, il se pourrait cependant que ce vendeur de masques soit l'incarnation de Shigeru Miyamoto, le papa de Mario. Son visage bien sûr, mais aussi un masque du plombier dans son dos. C'est pas vraiment un hommage, puisque les 2 créateurs de Majora's Mask ont beaucoup souffert à ses côtés. Celui-ci leur avait donné un délai impossible à tenir pour finir le jeu, chose qu'ils ont quand même réussi à faire, avec de grands sacrifices. Un peu comme Link, qui se bat contre l'implacable pression du temps. Des personnages mystérieux dans les jeux vidéo, j'en compte au moins 10 autres. Illusive Man de Mass Effect, le marchand de Resident Evil 4, les jumeaux Lutèce de Bioshock, Pyramid Head de Silent Hill, l'étranger mystérieux de Fallout, Gigas de Earthbound, ou un paquet de personnages masqués. Mais voilà, soit leur mystère n'en est plus, soit c'est moins bien écrit que les personnages qu'on a présentés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez d'autres personnages dont vous voulez qu'on parle. C'était quoi votre histoire favorite parmi les 4 ? Merci de nous avoir suivis, pensez à vous abonner pour faire monter la chaîne, merci beaucoup. Il y a aussi la chaîne Trash Bandicoot où on parle beaucoup plus de jeux vidéo, c'est une chaîne spécialisée trash là-dessus. Abonnez-vous, allez les amis, ciao !